Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la programmation en tech. Alors cette fois-ci, on va s'éloigner un peu des boîtes qu'on a vues dans les 3 épisodes précédents et on va aborder un peu d'arithmétique. Et on va se fixer comme objectif là dans cette vidéo de programmer la décomposition en facteurs premiers d'un nombre entier n quelconque. Alors, c'est quelque chose qui est ultra classique, qui a été exploré et réexploré, on en voit partout sur internet des algorithmes, plus ou moins évolués d'ailleurs. Alors on va se contenter nous de l'algorithme le plus naïf qui soit, c'est-à-dire tester successivement les nombres entiers jusqu'à la racine carrée, jusqu'à ce qu'ils soient au moins égal à la racine carrée de l'entier n que l'on veut décomposer en facteurs premiers. Alors il est même possible d'améliorer un tout petit peu cet algorithme naïf. D'ailleurs j'ai été sur un site ici. Bon, c'est Wikipédia en anglais, ça s'appelle Wheel Factorization. Et ils expliquent sur cette page Wikipédia très bien d'ailleurs que à partir de 7, à partir du nombre premier 7, les entiers que l'on doit, enfin les diviseurs que l'on doit tester suivent une sorte de régularité. C'est-à-dire qu'on les incrémente pas de 2 par 2 comme on pourrait le croire, mais on les incrémente de cette liste d'incréments ici. C'est-à-dire qu'après 7, le nombre suivant, le diviseur suivant qu'il faut tester 7 plus 4, c'est-à-dire 11. Après, plus 2, ça fait 13, etc. Et quand on a épuisé cette liste d'incréments, on recommence. Ça fait une sorte de boucle, une sorte d'itérateur comme ça. Du coup, l'algorithme est assez facile à comprendre. Dans un premier temps, on divise autant de fois qu'on peut l'entier n par 2, puis pareil ici par 3, puis par 5. Et ensuite, c'est là que se met en place la liste d'incréments. On pose k égale 7, c'est-à-dire le diviseur égale 7. Et pareil, on essaie de diviser le plus possible de fois l'entier par 7. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut augmenter le diviseur de l'incrément suivant dans la liste infinie. C'est cette liste qui se répète tout le temps. Voilà, on va essayer de mettre cet algorithme en pratique. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'on écrive une macro qui divise un nombre autant de fois qu'il le peut par un diviseur. Allez, c'est parti, on va écrire. On va l'appeler maxdiv. Eh bien, 1, ce sera le nombre à diviser. Ce sera un compteur de tech. Et 2, ce sera le diviseur. Alors, c'est pas compliqué, il faut qu'on mette en œuvre la primitive divide, qui attend juste après justement un compteur. C'est pour ça que j'ai choisi que l'argument 1 soit un compteur. Donc on va mettre divide 1 by l'argument 2. Je rappelle que le mot by est tout à fait facultatif. On pourrait écrire ça comme ça, ce serait parfaitement valide. Je vais laisser by, c'est un peu plus compréhensible. Et l'effet de cette opération, c'est que le compteur 1 il va être divisé par 2 et il va recevoir le quotient de la division euclidienne. Cette opération modifie le compteur en fait. Et ensuite, pour savoir si la division a donné un reste nul ou pas, eh bien, il faut que je teste si le reste. Donc je vais mettre numexpr. Mais je peux pas là tout de suite parce que comme le compteur est modifié ici, il faut que je sauvegarde juste avant. Donc je vais mettre et def je vais appeler ça int saved. Je vais mettre 2. Je suis obligé de mettre 2 parce que si je mets l'argument 1 tout seul, un compteur n'est pas purement développable. Donc voilà, j'ai sauvegardé la valeur initiale de mon compteur et donc je vais calculer le reste. Donc le reste, c'est pas compliqué, c'est le nombre initial moins le quotient qui est désormais contenu dans le compteur 1 multiplié par le diviseur. Je mets relax pour stopper la lecture du nombre. Même pas, je vais mettre égal 0, c'est encore mieux. Et donc dans ce cas, la division est tombée juste, c'est-à-dire que le nombre qui est contenu dans 1 était un multiple du diviseur 2. Et dans le cas contraire, c'était pas le cas. Alors si c'est le cas, eh bien, il faut que je recommence.
Par contre, si le reste était différent de 0, c'est-à-dire que j'ai épuisé le nombre de fois où je peux diviser l'argument 1 par l'argument 2, eh bien le processus s'arrête, mais il faut que je restaure, parce qu'ici en fait le compteur il est déjà modifié de toute façon en entrée ici. Il est modifié par cette division, donc il faut que je le rende égal à l'entier que j'avais sauvegardé tout au début, comme ça. Il faut que je mette un relax, attention ici, parce que l'assignation à un compteur, ça lance le développement au maximum, et ici, si je ne mets pas relax, ça continuerait à développer le phi, et puis ça continuera à développer ce qu'il y a derrière, et si jamais il y a des chiffres, eh bien, ça fausserait notre résultat. Bon, maintenant je vais laisser recommencer ici. Je vais recommencer, ça voudrait dire revenir ici, quoi. Je vais en faire une macro. Une sous-macro en quelque sorte de maxdiv. Je vais mettre tout ça là. Je vais indenter correctement. Et je n'ai qu'à lancer ça comme ça. Et donc ici, au lieu de mettre recommencer, je vais mettre maxdiv@a, et pour rendre la récursivité terminale, je vais mettre un expand after. Voilà, je crois que la macro fonctionne correctement. On va d'ailleurs la tester tout de suite. Je vais faire une count xx. Je vais dire que xx égale, alors on va mettre 40, et je vais essayer de diviser 40 le maximum de fois. Par contre, je vais commenter ici le code de l'arrobase qui est à 12 pour pouvoir appeler des macros privés dans le corps du document. Donc je vais faire maxdiv xx, et bien on va le diviser autant de fois qu'on peut par 2. Et donc j'aurai le quotient final qui serait égal à je vais lancer ça. Normalement, alors 40, je peux le diviser par 2 3 fois. Et il reste 5, puisque 40 c'est 8 fois 5. Et que 8 c'est 2 puissance 3. Donc normalement, ça doit afficher 5 ici. Si je ne me suis pas trompé. Voilà. Q final égale 5. Je vais mettre 41 pour voir. Là, ça doit rester. Je dois avoir Q final égale 41, c'est bon. Et je vais mettre une puissance de 2, 32 par exemple, qui est 2 puissance 5. Et je dois avoir Q final égale 1. Donc c'est bon, ma macro fonctionne bien. Ce qui serait pas mal aussi, c'est que j'ai ce par quoi j'ai pu diviser. 2 à la puissance quelque chose. Il faudrait que j'ai l'exposant du diviseur. Je vais mettre ça dans un compteur. Je vais mettre. Je vais l'appeler divpo comme ça. Ici, je vais l'initialiser à 0. Et à chaque fois qu'une division tombe juste, c'est-à-dire ici, je vais l'incrémenter de 1. Voilà. Et donc ici, je vais mettre exposant. Je vais le mettre en mode mathématique. Non, exposant du diviseur. Je n'ai pas le diviseur là. Je vais mettre de. Alors pour 32, ça devrait me donner 5 d'ailleurs. Ce qui va pas. Une faute de frappe ici. Voilà, exposant du diviseur 5. Je vais réessayer avec 40, ça devrait donner 3. Avec 41, ça devrait donner 0. Bon, voilà notre première étape qui est faite. On a une macro ici qui divise autant de fois qu'elle le peut le compteur qui est son premier argument. Tout ça c'est bon. Et bien je vais pouvoir commencer à créer
cet algorithme-là. Donc je vais écrire comme macro, je vais l'appeler DFP. Avant cela, je vais quand même mettre deux compteurs. Je vais appeler un compteur ACNT. Ce sera le dividende en cours. Et je vais mettre BCNT. Ce sera le diviseur en cours. Comme si on posait une division à diviser par B, comme ça je m'en souviendrai. Alors première chose, je vais écrire que le dividende, eh bien c'est l'argument, c'est l'entier qu'on a passé en argument. Eh bien je vais tout de suite essayer de diviser au maximum ceci par 2. Je vais faire pareil pour 3. Pour 5. Alors il faudrait que j'ai une liste de facteurs aussi. Donc je vais faire ça dans les initialisations ici. Donc je vais mettre let je vais appeler DFP factors qu'on va laisser à vide dans un premier temps. Je vais faire pareil DFP quotient que je vais mettre à vide aussi. Donc ici dans la macro ici, il va falloir qu'à chaque fois que la division tombe juste, c'est-à-dire que l'argument 1 est multiple de l'argument 2, il faut que j'augmente eh bien ces listes. Allez, c'est parti. Je vais vous faire ça à coup de EDF, on va être un peu brutal. Je vais mettre DFP factors. Et bien je vais lui ajouter le diviseur 2. Je vais mettre number et je finis par une virgule. Et je vais faire pareil avec DFP quotient. Et là il faut que j'ajoute la valeur de ce compteur. Je vais mettre number aussi. Je pourrais mettre the, mais c'est pareil, je mets number. Et je finis par une virgule. Voilà. Et bien à l'issue de ça, je vais faire afficher, comme tout à l'heure, Q final, je vais mettre que c'est 2 ACNT. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les facteurs. Et je vais mettre les quotients. Allez, on va tester cette macro DFP. Bon, je vais mettre 40. 40, en fait, il va être épuisé avec des divisions par 2, des divisions par 5. Donc à la fin, normalement, je dois avoir un Q final qui est égal à 1. Les facteurs, ça va être 2, 2, 2 et 5. Et les quotients, ça va être 40, 20, 10, 5 et 1. Bon, et voyons si j'ai raison ou pas. Un défaut contre une erreur de frappe quelque part.
Ça va toujours pas. DFP factors. Je confonds DPF et DFP, évidemment. Et puis je les fais à chaque fois. Hein. Bon, c'est bon, j'ai bien le quotient final qui vaut 1, 2, 2, 2, 5. Ouais, mais les quotients, dans la décomposition, enfin, dans la DFP, là, il faudrait que j'ai 40 en premier quotient. Donc ici, je vais modifier ça. Je vais mettre def. Au lieu de le mettre A empty, je vais mettre argument 1, c'est mieux. Voilà, comme ça j'ai 40 divisé par 2 donne 20, divisé par 2 donne 10, divisé par 2 donne 5, et divisé par 5 donne 1. C'est bon, je vais mettre un en premier pour voir. Je dois avoir un Q final de 41, je n'ai rien à voir, ça c'est normal. Et je vais mettre 3 x 13, 39. Il doit me rester 13 ici. C'est bon. Eh bien, on est prêt pour la suite qui s'annonce un peu plus compliquée. Ce qu'il faut que je crée, en fait, c'est une sorte d'itérateur. Comme ça. Ou que ces incréments-là que je vais additionner à mon diviseur à chaque fois, eh bien, ce soit une sorte de boucle que ça tourne indéfiniment. Je ne vais pas y prendre du tout comme eux parce que j'ai pas besoin d'un tableau comme là. Donc déjà, je vais mettre que le diviseur est égal à 7 et je me lance dans le grand bain. Donc le diviseur, c'était ça égale 7. Bon, il faut que je crée cet itérateur. Alors, je vais faire def. Je vais ranger ça. Je vais les recopier et je les colle là. Sauf que moi je vais mettre un espace après. Il y a un espace après le dernier et pour que ça reboucle à la fin, eh bien, je vais remettre ça. On verra après pourquoi. Après, je vais créer une macro un peu technique qui va s'appeler... Comment je pourrais l'appeler? C'est pas terrible comme nom, mais c'est pas grave. En fait, 1, ça va être une assignation. Qui doit être suivie de un nombre et un espace. Et donc moi je vais faire l'assignation que j'ai passé un argument et je vais mettre juste après ça. Mais je vais pas la mettre comme ça, je vais créer une liste, je vais copier cette définition, je vais mettre c'est la même chose. Parce que ça, je veux pas qu'elle soit, je veux qu'elle soit jamais modifiée, cette définition. Alors que elle va être modifiée puisqu'elle va se raccourcir à chaque assignation d'un entier. Donc au début, cette macro contient ça, puisque c'est la copie de inc@list. Et donc je vais mettre cette assignation et derrière, je vais mettre ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assignation a un compteur, enfin, qui fait intervenir des nombres, elle lance le développement maximum. C'est-à-dire que l'assignation va faire se développer dfp@inc. Donc ça va être remplacé par ça. Si par exemple je mettais si je crée un compteur et que je mettais compteur égal ça, et bien l'argument 1 ce serait
ce sera remplacé par ça. Donc l'assignation se ferait, cette macro serait remplacée par ça, comme ça. Et donc le compteur, eh bien, il consommerait le 4 et le nombre s'arrêterait, il consommerait l'espace aussi, puisque l'espace sert à stopper la lecture du nombre. Donc l'assignation, elle s'arrête là. Et moi après, il faudrait que je reprenne la main ici pour récupérer tout ça. Et là, tel quel, je ne peux pas le faire. Alors, je vais revenir en arrière. On a besoin d'une primitive qui s'appelle AfterAssignment, comme ça. Cette primitive, après elle attend un token, juste un token, qui est souvent le nom d'une macro. Donc le nom de cette macro, ça va être, elle va servir à mettre à jour la liste qui est là, à récupérer ce qui se passe après que l'assignation a été faite en fait. Donc on va l'appeler update IncList. Il me reste à écrire la macro update IncList. Donc je redis ce qui se passe. Si j'écris ça, l'argument 1 c'est ça. Donc il attend après le compteur en nombre, donc cette macro est développée en ça. Et l'assignation peut se faire. Donc il consomme ce caractère et l'espace qui suit stoppe la lecture du nombre. Donc l'assignation est terminée là. Et donc, juste après que l'assignation soit terminée, eh bien, c'est là que la macro update IncList va être exécutée, c'est-à-dire qu'elle va être mise là, après que l'assignation soit faite. Et donc moi maintenant, je peux récupérer tout ça pour mettre à jour la macro dfp@inc. Je vais mettre un nil ici. Et comme ça, avec l'argument délimité nil, eh ben, je peux récupérer tout ça. Donc je vais mettre un argument délimité par nil. Et il me suffit d'écrire def la liste d'incréments en cours. Et ben, je vais mettre l'argument délimité. Voilà comment ça fonctionne. Donc je vais remettre tout bien. Un ici. Ici j'avais mis ça. Voilà. C'est assez technique hein, comme programmation. C'est spécifique à Tech d'ailleurs. Bon, on va contrôler que cette macro fonctionne. D'ailleurs, j'en suis pas moi-même terriblement sûr pour l'instant. Donc on va faire afficher le compteur. Et je vais mettre par. Normalement, ça doit afficher compteur égale 4. Et donc, si je continue, une fois de plus, la prochaine fois, ça va être 2. Parce que le 4, il va être mangé de la liste qui est là. Et donc, avec cette macro update@IncList, eh bien, au tour suivant, quand cette macro va se développer, elle va être remplacée par ça. Et donc, le tour suivant, ça va être 2. Et ainsi de suite. Normalement, on doit retrouver les nombres qui sont là. 4, 2, 4, 2. 4, 6, 2, 6. J'en ai oublié un. Quand on est là, en fait, la macro dfp@inc, elle ne contient plus que ça. Et au tour suivant, comme elle va être remplacée par ça, quand ça va être développé, eh bien, ça va redonner tout ça, et donc on va refaire une boucle entière. Donc, si je mets un coup de plus, ça revient à 2. À 4, je veux dire, au premier incrément. Et ainsi de suite. Donc j'ai fait une sorte d'itérateur. Voilà, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 6, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 2, puis ça continuerait 6. Voilà, on a fait une macro assez technique.
une sorte d'itérateur en fait. Eh bien, je peux continuer à implémenter un macro ici. Donc je vais appeler une macro récursive qu'on va appeler dfp@a. Eh bien, dans un premier temps, je vais essayer de diviser au maximum, toujours pareil, mon compteur par, cette fois-ci, par le diviseur. Est-ce que ça accepte là-haut? Qu'est-ce que j'ai mis? Parce que 2 maintenant c'est un compteur, donc il faut qu'il y ait un E devant. Pas là ni là. Ah oui, mais là j'ai mis un number, donc c'est bon. Si c'est un compteur, number, ça le transforme en chiffre arabe. Voilà. Donc là j'ai divisé au maximum. C'est pas ça, il faudrait mettre d'abord que je mette cette condition là. Parce que c'est un while. Donc je vais faire if num. Donc c'est le carré du diviseur, donc c'est numx je vais mettre. Donc le carré du diviseur, ça fois ça, qui doit être inférieur ou égal. Donc moi je vais mettre le contraire, je vais mettre supérieur, puisque je n'ai pas d'égalité large en tech, à ce qu'ils appellent NE, et qui est le dividende actuel. Donc ça c'est une condition d'arrêt. Je vais mettre else phi. Donc voilà, tant que le carré du diviseur courant est inférieur ou égal donc à n, je divise au maximum et je recommence. Comme ceci. Bon, ça m'a l'air pas mal. On va tester, voyons. Donc si je mets DFP, je vais mettre, je prends ma calculatrice, voyons, je vais mettre 2 au carré fois 3 fois 11 fois 13. Je vais mettre 1716. Ce que ça donne. Ça donne une boucle infinie. C'est normal parce que j'ai pas incrémenté, mais c'est pas vrai moi aussi. Hein. Si je l'ai pas fait ça. Donc je vais faire mon assignation. Alors mon assignation ça va être advance. Donc le diviseur by, et bien on by les incréments qui sont là, qui vont se suivre de façon infinie en bouclant comme ça. Et comme ça je pourrais recommencer à diviser au maximum. Ça devrait bien marcher je pense. Donc j'avais dit, puisque j'ai tapé 2 au carré fois 3 fois 11 fois 13. Alors pourquoi j'ai pas le 13 ici? Ah mais j'ai oublié ça. J'ai oublié ça ici. Donc je vais mettre if num. Donc si mon quotient il est supérieur à 1, eh bien il faut que j'ajoute un dfp factors
Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute déjà? La valeur du compteur. Je mets une virgule. Et je vais faire pareil pour les quotients, parce que le dernier quotient, ça doit être 1. On va copier ça sauvagement. Tac. Donc on va mettre, ajouter 1. C'est des FP minuscules. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est presque bon parce qu'en fait j'ai pas tout à fait ce que je veux moi, puisque je veux afficher la décomposition en facteur premier sous forme mathématique. Il va falloir que je me serve ici de mes puissances là. J'aimerais bien avoir quelque chose comme ça sous forme mathématique. Donc je vais l'initialiser pareil à vide. Je vais mettre let dfp mat empty. Et c'est ici après chaque division au maximum si je vais mettre if num si l'exposant il est plus grand que 0, ce qui veut dire si j'ai fait au moins une division, eh bien je vais mettre edef je vais lui rajouter le diviseur en cours et éventuellement l'exposant. L'exposant que si l'exposant justement il est plus grand que 1. Donc je vais faire if num si l'exposant est plus grand que 1, je vais ajouter ça et la valeur de voilà, ça va être pas mal. Attention, parce que comme j'ai des exposants, il faut que je détokenise lui. Et que je développe avant de détokeniser. Ce que ça donne. Des erreurs comme toujours. Tokenize. Ouais, ça c'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, comme 2. L'argument 2 ici, ça peut être un compteur. Il faut que je mette number. Ouais, et puis j'ai oublié une virgule en plus, ici. On va y arriver finalement, voilà. Donc c'était bien 2 au carré x 3 x 11 et x 13. Ah mais j'ai oublié là encore de l'ajouter, décidément, c'est pas vrai ça. Ici il faut que je l'ajoute. Ça va être... Non, c'est pas là. Ça va être là. Et donc, si après tout le processus ici, là, où je suis là, il faut que j'ajoute ça. Ça devrait être bon. Enfin, voilà. 2 au carré x 3 x 11 x 13. Je vais essayer avec 60 pour voir.
2 au carré fois 3 fois 5, c'est bon. 62, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. Bon, ça m'a l'air pas mal. Donc je vais quand même mettre 23 fois 31, on va mettre 713 pour être bien sûr. 713 divisé par 23, 31. Bon, ça me va. Et bien, on a réussi à coder notre macro DFP. Et donc, tout est en place là pour qu'on crée une interface utilisateur. Parce que là, pour l'instant, on n'en a pas fait. Bon, je rends cette macro privée, puisqu'en fait, elle ne fait que des calculs, en fait. Ça, c'était mes contrôles, je vais les commenter. Et cette macro, je vais la remplacer, je vais l'appeler DFP calc. Allez, c'est parti, je me lance dans une interface utilisateur. Donc, première interface utilisateur, on va je mettrai bien DFP print. Qui va m'afficher j'ai jamais 24 ici. Mais ça afficherait 2 au cube multiplié par 3 par exemple. Donc on va appeler cette macro privée maintenant DFP calc avec l'entier. Et donc il faut que j'itère sur cette espèce de liste séparée par des virgules là. Il faut que je me crée une macro for each item. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux là. La syntaxe là, mais on s'en fiche, c'est du back-end, de toute façon personne ne le verra. Sachant que mes listes à chaque fois elles se terminent par une virgule, toutes. Ce qui va m'arranger. Donc 1, c'est la macro recevant chaque élément. 2, c'est la liste d'éléments. Qui finit par une virgule. Et 3, c'est le code à exécuter à chaque fois. Voilà, donc je vais me créer une macro fille. Argument délimité comme ça. Ainsi chaque élément sera bien délimité par une virgule, puisque dans la liste, chaque élément, enfin, chaque nombre est suivi d'une virgule. Donc je vais assigner à la macro, qui est l'argument 1, l'élément courant. Je vais exécuter le code, qui est susceptible de contenir la macro 1, évidemment. Et recommencer. Mais il me faut un point d'arrêt. Alors le point d'arrêt, ça va être facile. On va appeler cette macro fille. On va lui donner 2. Je vais développer parce que 2 ce sera une macro plus tard. Ce sera les macros qui sont là. DFP math, DFP factor, tout ça. Donc je vais mettre un expand after ici. Alors ça finit par une virgule, donc je la mets pas là, la virgule. Et donc comme dernier élément, il faut que je sache quand je suis arrivé à la fin, je lui mettrai l'élément que l'utilisateur ne peut pas rentrer, je vais mettre ça. Et donc ici je vais mettre ifix. Et bien si ça
n'est pas le premier élément de l'élément courant. Je fais tout ça. Je mets phi. Et je reboucle. Là-dessus. Bon, elle fonctionne cette macro ou pas quand même, je vais la vérifier. Je vais dire for each item. Je vais mettre x in a. Bon, ah mais il faut que ça se termine par une virgule, mince, voilà. Donc je vais faire itérer sur cette petite liste ici, et à chaque fois je vais faire un fichier entre chevrons. Ça devrait fonctionner, je pense quand même. Voilà. Bon, mais c'est bon. Donc ici, pour faire mon interface utilisateur, je vais... Alors ce qu'il faut, c'est qu'il faut que je remplace je fais un collecteur carrément. Je mets lettre let. Bon, je mets liste, c'est pas terrible, c'est pas grave. Empty. Et après je vais faire for each item. Je vais l'appeler, je sais pas comment. Current factor in. Je l'avais appelé comment celle-là? dfp@mat. D'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir mis Expand After ici pour développer la macro qui est là, hein, qui va se développer en une liste d'éléments séparés par des virgules. Eh bien je vais faire avec Edes, je vais faire brutalement encore, je vais lui ajouter je vais ajouter un times et current factor. Tout simplement. Sauf que si je fais comme ça va commencer par times. Je vais le faire, je vais faire show dfp print list. Et donc si je mets maintenant ça, en théorie ça doit commencer par un times normalement. Et ouais, voilà. Puis à chaque fois que j'ajoute quelque chose et que je commence par vide, donc ça va pas. Il faut que j'enlève le premier times. Je vais avec autre chose, je fais un do carré pour 3 x 5 x 7. Je vais tirer 420. Bon, on va enlever le premier times. Alors pour enlever le premier times, c'est pas compliqué. On va aller piquer une macro très connue dans le noyau LaTeX qui s'appelle Gobble. Bon, si je commence à écrire dans le noyau LaTeX, je vais me faire engueuler. Où est-ce qu'elle est définie? Non, c'est pas là. Elle est définie ici. Bon, alors c'est extrêmement simple. En fait, Gobble, elle prend un argument, n'importe quoi, et son texte de remplacement est vide, c'est-à-dire qu'elle supprime l'argument. Et moi, je vais m'en servir pour supprimer l'argument qui sera le time. Donc, je vais mettre Gobble ici. Il faudra que je laisse ça comme ça, parce que si je mets ça, elle va lire tout ça, elle va supprimer ça. Donc, il faut que je développe d'abord. Si j'écris ça, le premier time va être supprimé. Et donc je vais mettre
ensure mat qui est une macro du noyau latex. Ben, je vais y aller carrément, je vais mettre 1 égale et ça devrait marcher. Voyons pour 420. 2 au carré x 3 x 5 x 7. C'est pas mal. 40. 2 au cube x 5. C'est bon. C'est bon, voilà ma première interface utilisateur. DFP print. Et puis, il faudrait que je fasse aussi une macro DFP draw, je vais l'appeler. Classiquement, ça va tracer une ligne verticale. À gauche, je vais avoir les quotients et à droite, je vais avoir les facteurs premiers. Tiens, le retour des boîtes. Je vais tout mettre dans une hbox. Je vais quitter le mode vertical si jamais c'est plus simple, c'est plus sûr pour l'utilisateur final. Je rappelle que hbox ne conserve le mode horizontal ou vertical. Donc si c'est appelé en mode vertical, ça va s'empiler les uns au-dessous des autres au lieu de les mettre à côté les unes des autres. J'appelle plusieurs fois DFP draw. Bon, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une VTOP. Je rappelle que les VTOP, le premier élément de la VTOP, il est sur la ligne de base courante. Et donc je vais faire pareil, je vais faire for each item. Je mets X, on s'en fiche là parce que on est dans des boîtes, c'est dans des groupes, donc même si X il est défini en dehors, en sortant des boîtes, cette macro elle sera restaurée à l'état antérieur. Alors in, qu'est-ce que j'avais mis déjà? C'est les quotients que je veux. D'où je vais mettre ça dans une hbox. Comme ça. Ouais, mais ça va pas. Ça va pas parce qu'il faut que ce soit offert à droite. Donc il faudrait que je mesure la plus large boîte, ce qui est très facile. Je vais faire setbox 0 égale hbox de l'entier que je demande. Il faut déjà que j'appelle ça peut-être. Moi je suis tranquille sinon. Hop. Voilà. Et donc là, je vais mettre une boîte, je vais forcer sa largeur. Je vais dire que c'est la largeur de la boîte numéro 0, c'est-à-dire c'est celle qui contient le plus long entier, c'est-à-dire l'entier initial. Et ici, je vais mettre un ressort HSS. Bon, je pourrais mettre HFill, c'est pareil. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'HSS, il peut s'étirer ou se comprimer autant que l'on veut, alors que HFill, il ne peut que s'étirer. Mais si je mettais HFill, ce serait pareil, parce que c'est un ressort qui va s'étirer. Mais ça va être bon, hein, ce que ça donne d'ailleurs. Ça donne une erreur. Mais j'ai mis. Si je mettais draw, ce serait pas mal. Hein. Voilà, c'est bien offert à droite. Donc j'ai tous mes quotients. Après, je vais mettre une autre VTOP. Où je vais mettre les facteurs premiers ici. Je vais faire pareil for x in DFP. Je sais plus comment je vais l'appeler du coup. Factor évidemment. D'où. Et là je vais mettre dans une. Alors là c'est offert à gauche, donc j'ai pas besoin d'imposer une largeur de boîte. Je vais mettre hbox et je vais mettre x tout simplement.
Bon, il est pas content. Je voulais le in. C'est ma macro à la noix là. Avec cette éteinte. Voilà. Bon, c'est collé, hein, forcément. Pour que ce soit décollé, je vais sauter un espace. Alors comme je suis dans une hbox, c'est un espace horizontal, je vais mettre un demi-cadre, on verra. C'est beaucoup. Hein. Bon. Une verroule. Verroule qui s'adapte en hauteur et en profondeur à la boîte qui la contient. Et la boîte qui la contient, c'est la hbox qui elle-même contient des boîtes assez profondes. Donc la verroule prendra toute la hauteur. Et pareil, un cairn ici. Ce que ça fait. Eh ben ça a l'air, ça ressemble vraiment à une décomposition en facteur premier. 0,5 c'est peut-être un peu beaucoup, je mets 0,33. Ce sera mieux je pense. Ouais. Et ben voilà, on a deux interfaces utilisateurs. J'ai donc d'un côté DFP print 40. Je vais sauter un espace et je vais mettre sa décomposition en facteur premier. Ça ressemble à quelque chose. Ou l'inverse d'ailleurs. Ce serait plus logique de faire l'inverse d'ailleurs. Je vais en mettre un autre par acquis de confiance. Si je mets un nombre premier, si je mets 29, voyons ce que ça donne. Il faut que je mette 29 dans les deux évidemment. C'est pas terrible hein, d'ailleurs d'invoquer DFP calc au début de chacune. Dans print et dans draw. Bon tant pis j'ai fait comme ça, maintenant on va laisser. Pour ce qui n'est pas très intéressant, je vais en faire un dernier et puis on arrêtera. Je vais faire 2 au cube fois 7 au carré fois 23 fois 37. Allez, 333 592. 333 592. Ah ben, il y a forcément une erreur, tiens. Alors là... Mais c'est quoi ce 851 là? C'est égal à quoi 851? 23 fois 27. Pourquoi c'est pas décomposé là? Mystère. Non, j'ai envie de mettre chaud. DFP factors, voyons. Je vais mettre pareil là. Ouais, alors ça c'est un truc, mais... Non mais c'est quelque chose qui est extraordinaire ça. Alors j'appelle 2 fois la même macro, avec le même nombre. Et une fois elle me l'a mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah non mais et ça, alors là c'est... Mais je comprends pas.
crois que c'est là qu'il y a une erreur. Il faut que je le mette au début. Là. Je crois que je suis pas bon avec mes... Je crois qu'il y a une faute de programmation là. C'est là qu'il faut que je le mette. Mais non. Je suis sûr qu'il y a une erreur avec les incréments. Là. Je suis pas au clair. Bon, je vais l'enlever de là, il va pas être là. Il faudrait que je le mette ici. Là. Je pense que ça va être... Voilà. C'est piégeux, oulala. Voilà. Ils sont où mes chauds là? Lui, il s'en va. Et lui, il s'en va. Bon, ben, je crois que j'ai débugué un bug que j'aurais pas trouvé sinon. Bon, eh ben, on va dire que j'espère qu'il n'y en a pas d'autres de ce tonneau-là, parce qu'ils sont horriblement durs à trouver. C'est un hasard terrible que je l'ai trouvé. Sinon, il y aurait une faute de programmation énorme dans mon algorithme. Une mauvaise initialisation de la liste d'incréments ici. Et bien on a créé donc une macro qui décompose en facteur premier avec deux interfaces utilisateurs. Allez, on va dire que la vidéo, qui est déjà beaucoup trop longue, est terminée. Voilà, je ferme cette parenthèse de l'arithmétique, peut-être que je la continuerai une autre fois, je sais pas. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine fois.